Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouvel entretien de 30 minutes avec. Aujourd'hui, nous allons parler de féminismes transnationaux avec une autrice et une chercheuse et universitaire qui n'est plus à présenter. Elle s'appelle Zahra Ali. Elle a publié plusieurs ouvrages, y compris Féminisme islamique, publié en 2012, qu'elle a édité. Elle a aussi publié Femmes et genre en Irak, publié par Cambridge University Press. Et elle a aussi récemment co-écrit un ouvrage qui s'appelle Décolonial Pluriversalism, donc pluriversalisme décolonial, qu'elle Mhm. a co-édité avec Sonia Dayan Herspoon. So, merci beaucoup Zara d'avoir accepté notre invitation. Je dois préciser que vous êtes professeur associé à Mhm. l'université de Rutgers au Royaume-Uni et votre recherche États-Unis. États-Unis, pardon, aux États-Unis, et votre recherche explore les dynamiques entre femmes, sexualité et genre, Mhm. les mouvements sociaux et politiques en relation avec l'islam, le Moyen-Orient et en contexte de guerre et de conflit, avec un focus sur l'Irak contemporain. Mhm. J'espère que ça résume un peu euh, votre recherche et votre activité féministe. Donc, Zara, vous avez dit une chose importante qui m'a marquée au début de notre conversation informelle. Vous m'avez dit que vous cherchez à théoriser à partir de l'Irak et non pas à propos de l'Irak ou sur l'Irak, comme le font Mhm. certains et certaines chercheuses. Alors, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'avoir cette conversation avec toi. Oui, alors j'aime beaucoup cette question aussi parce que c'est vraiment une question qui était centrale dans ma pensée à partir du moment où j'ai commencé à faire de la recherche en Irak, qui est aussi mon pays. Mhm. Euh, et j'ai commencé à participer, à observer les féministes irakiennes, notamment à Bagdad et dans d'autres régions d'Irak, et ensuite les mouvements sociaux, les mouvements de jeunes. Et on va dire que l'élan que j'ai eu vers la recherche, c'était vraiment aussi une réaction à ce sentiment que l'Irak est toujours l'objet du Mhm. discours, que ce soit académique ou non académique ou médiatique, pour parler d'autre chose. C'est-à-dire que l'Irak, ça sert un petit peu de couverture pour parler de US Foreign Policy, pour parler même d'impérialisme, de guerre, d'occupation, etc. Même d'ailleurs avec de très bonnes intentions, des fois. C'est-à-dire qu'on veut parler d'Irak comme pour parler de colonialisme, de guerre impériale, etc. Et puis finalement, les Irakiennes et Irakiens eux-mêmes, leur réalité, leur vie quotidienne, leurs expériences quotidiennes euh, est absente en fait de ce discours. Et donc l'idée, c'était euh, de, de faire du savoir euh, en Irak à partir justement des expériences, notamment des Irakiennes au départ, et aussi des Irakiens aujourd'hui de plus en plus, notamment parce que je travaille sur les mouvements de protestation, les mouvements sociaux, et de centrer, de mettre au centre leurs expériences, leur subjectivité, leurs affects, euh, pour étendre l'imagination théorique, l'imagination politique, l'imagination féministe sur le monde contemporain. C'est placer ces subjectivités, ces expériences, qui sont des subjectivités, des expériences qui sont toujours marginales, qui sont toujours considérées comme pas importantes quand on regarde justement les systèmes de pouvoir qui structurent le monde contemporain. Les Irakiens vraiment ont été victimes de ce que j'appelle en anglais du military oil complex ou de ce complexe, on va dire, militaro-pétrolier qui est extrêmement central dans les systèmes qui dominent le monde d'aujourd'hui. Et donc, les Irakiennes et les Irakiens ont vécu des décennies alors d'autoritarisme, de guerre, d'extractivisme. Euh, et leur vie vraiment a été considérée comme non importante. Euh, Encore plus, je dirais, la vie des pauvres, la vie des femmes irakiennes, la vie des jeunes hommes aussi irakiens, qui sont principalement d'ailleurs les victimes de ces guerres ou de la répression des mouvements de protestation. Donc,
pour moi, placer ces subjectivités, les subjectivités de ces expériences, pour théoriser sur le monde contemporain, c'est sortir de cette pensée de classe moyenne bien pensante, blanche, sur qu'est-ce que c'est que la vie aujourd'hui, avec donc le challenge climatique, avec la crise climatique, et vraiment voilà, cette pensée de classe moyenne, encore une fois, qui centre des subjectivités qui sont placées finalement dans une position beaucoup plus privilégiée dans ces systèmes de pouvoir qui dominent le monde. Et je dis quelque chose, par exemple, dans cet article que tu as cité, et puis de manière générale, je dis pour décoloniser les féminismes, aujourd'hui, on le voit aussi avec ce qui se passe à Gaza, en Palestine, placer les corps, les subjectivités, les vies, en fait, des hommes arabes, des hommes palestiniens de Gaza, des hommes irakiens, des hommes afghans, au centre de notre imagination politique. C'est une manière de décoloniser les féminismes, ces féminismes hégémoniques qui pensent la catégorie femme comme une catégorie homogène, comme une catégorie aussi de first world catégorie, donc de ce monde so-called développé. Et je viens placer justement ces subjectivités et questionner justement qu'est-ce que c'est que le sujet ou les sujets des féminismes aujourd'hui. Merci beaucoup, Zahra. Et justement, quelle est la place, que proposes-tu de faire quand tu nous proposes de dépasser le féminisme international ou internationaliste pour penser à un féminisme transnational? Je pense qu'il y a plusieurs dichotomies que tu cherches aussi à déconstruire ou démanteler en faisant cet exercice. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un féminisme une vision de féminisme transnational te permet de faire que le féminisme international ou internationaliste ne permet pas? Alors, dans le transnational est très important parce que c'est une remise en question de l'international, comme tu viens de dire, qui partait comme ça du principe que nous, les femmes du monde, nous sommes toutes unies dans les mêmes conditions, alors qu'il y a des femmes qui bénéficient de ces systèmes de pouvoir et d'autres qui en payent le prix. Et donc, remettre en cause cette catégorie de femmes du monde et de sororité est très, très essentiel dans des féminismes critiques aujourd'hui. Mais aussi, ce que j'essaie de faire, c'est justement, comme tu dis, de remettre en cause des dichotomies qui sont des dichotomies d'ici et là-bas, des dichotomies laïques, religieux, dichotomies aussi du discursif et du matériel. Et je fais ça en montrant que nous vivons dans un monde qui est un tout-monde, pour citer Édouard Glissant, mais un monde qui est structuré par ces systèmes de pouvoir et que nous sommes positionnés de manière différente, en fonction de là où on est né, en fonction de notre condition de classe, de nos sexualités aussi, de notre position aussi raciale, dans un monde fortement racialisé, dans un monde où justement je parle beaucoup de capitalisme racial dans ma recherche coloniale. Donc, il s'agit de dire qu'il n'y a pas un ici et un là-bas, puisque nous sommes tous connectés et nous occupons tous une place qui est des fois changeante, d'ailleurs, qui peut changer dans ces systèmes de pouvoir. Parler en termes de système de pouvoir plutôt qu'en termes de culture, en termes de ici et là-bas. Et aussi, c'est important parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a des élites aussi dans ce qu'on considère les Suds globaux, qui aussi bénéficient des systèmes de pouvoir. Il ne suffit pas d'être que du Sud global, parce qu'on peut aussi être un président, un CEO d'une corporation qui aussi participe à l'extractivisme. On peut faire partie d'une élite politique qui est tout aussi problématique que les élites des pays occidentaux, des pays du Nord global. Donc, penser en termes de système de pouvoir, penser aussi en termes d'infrastructure, c'est très important. Parce que je vois vraiment qu'aujourd'hui, les questions infrastructurelles, elles sont au cœur. Et justement, et c'est pour ça que je centre beaucoup la question de la vie de tous les jours, du quotidien, de placer justement, et donc je te parlais de ça, du fait que pour moi, le personnel et politique, j'essaie de l'appliquer analytiquement, méthodologiquement, dans mes ethnographies des vies quotidiennes, parce que justement, je pense que ces systèmes de pouvoir
se joue dans la vie quotidienne des gens, dans l'accès ou le non-accès qu'on a aux services et aux infrastructures, que ce soit l'eau, l'électricité, la crèche, que ce soit l'école, que ce soit donc à tous les niveaux. Et en fait, on se rend compte que les guerres aujourd'hui sont aussi des guerres infrastructurelles, qu'elles sont extrêmement centrées sur à Gaza, par exemple, on se rend compte qu'Israël non seulement tue et massacre, mais aussi détruit les infrastructures qui rendent possible une vie digne, juste une vie tout court en fait. Et on se rend compte aussi que les mouvements de protestation dans le monde aujourd'hui sont aussi des mouvements qui réclament des services et des infrastructures. Et placer justement les questions infrastructurelles, ça nous permet vraiment de comprendre justement cette dynamique de pouvoir, comment elle se joue, qui en bénéficie, qui a accès à ces privilèges et qui n'a pas accès à ces privilèges. Merci beaucoup, Zara. Je pense que c'est très important. Je prends juste l'exemple du Sénégal. Tu sais qu'on sort récemment d'une crise. Et le fait que tu parles d'accès aux privilèges est quelque chose qui a été l'une des motivations principales de la crise, le coût de la vie chère, le manque d'accès aux infrastructures. Mais je pense qu'à un niveau plus global, et ce n'est même pas comparable, à une échelle plus globale, on voit ce qui se passe en Palestine. Et là, je pense qu'il y a lieu de parler de justice reproductive, car tu parles d'infrastructures, mais là, il s'agit dans ce génocide, de démanteler tout ce qui permet le maintien et la reproduction de la vie, en fait. Ouais. Et c'est ce que tu disais par rapport à, making life and making death. Je ne sais plus l'expression exacte que tu as utilisée, est bien fort à propos. Donc, est-ce que tu peux nous parler, en touchant à cette question, de ce qui se passe aujourd'hui, de la solidarité transnationale, nous parler aussi de ce que tu essaies de faire avec ton projet Perspective critique sur l'Irak, dans lequel tu fais intervenir des chercheurs, des activistes, et parle-nous aussi de poésie, ça nous intéresse. Alors, j'ai lancé cette initiative qui s'appelle Critical Studies of Iraq et qui donc se pose cette question de qu'est-ce qui se passe quand on théorise à partir de l'Irak et non à propos de l'Irak, et quand les Irakiennes et les Irakiens, chercheuses et activistes, féministes et sociologues et anthropologues, en fait se placent au cœur des dynamiques du faire le savoir, non pas de produire le savoir. Et quel type de savoir, en fait... Dire vite fait, quelle différence tu fais entre le faire le savoir et le produire le savoir? Faire le savoir, c'est vraiment une notion importante parce que justement, ce qu'on j'appelle en anglais des académiques, la machine académique. C'est une machine. D'ailleurs, même quand on a un poste académique, on est aussi poussé à produire en permanence. On est sous pression, c'est-à-dire que celles et ceux d'entre nous qui arrivent à rentrer dans ce système et à jouer le jeu du système, on est poussé à produire en permanence. Il y a cette vraiment cette poussée néolibérale, cette néolibéralisation des systèmes éducatifs et du système universitaire, qui fait qu'on n'a même pas le temps de penser. On doit écrire des articles, produire, etc. Et là, vraiment, un matérialiste dirait self-exploitation. Exactly, self-exploitation, absolutely, yeah. Et ce que j'essaie de faire, c'est déjà de repenser cette idée de savoir. Pour qui est ce savoir? Quel intérêt est lié donc à ces savoirs, en fait? Quel est le sens aussi de la théorie? À qui ça appartient? Pourquoi on théorise? Qu'est-ce que ça veut dire de théoriser? Pourquoi ça fait sens de faire de la théorie? Et quand on se pose cette question à partir de l'Irak, et quand on est donc sociologue, féministe ou activiste en Irak, on se pose cette question à partir d'un espace où les systèmes éducatifs ont été détruits c'est vraiment les conséquences de décennies de guerre, de l'invasion américaine, des sanctions, de l'embargo aussi contre l'Irak, et aussi d'une vie qui a été vraiment brutalisée par vraiment les Irakiennes et Irakiens vivent depuis des décennies, ont été victimes de toutes les formes de brutalisation auxquelles on peut penser, qu'elles soient extractivistes, qu'elles soient capitalistes, qu'elles soient impérialistes, qu'elles soient militaires, etc. Donc, quand on pense la théorie à travers cette expérience, à travers ces expériences, on va la penser de manière différente.
on la pense toujours dans un monde qui est un monde global, qui est un monde, donc mais on fait de la théorie aussi et on se réapproprie aussi qu'est-ce que c'est que le savoir au lieu juste d'être dans la reproduction de savoirs qui nous sont imposés par les métropoles, en fait, par les universités des métropoles. Mm-hmm. Et donc, ce que cette initiative essaie de faire, c'est évidemment de placer ces Irakiennes et Irakiens qui font du savoir on the map of the Global Academy, donc on va dire de faire en sorte qu'ils soient cités, qu'ils soient source de savoir et non pas uniquement native informant, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas utilisés comme des informateurs. Les gens qui font du terrain et puis ceux qui théorisent sont dans les grandes métropoles. Donc c'est de faire en sorte qu'au contraire, ils soient considérés comme des théoriciennes et des théoriciens. Et en même temps, de comprendre que le théorique, c'est-à-dire cette idée de faire sens du monde dans lequel on vit, c'est quelque chose qui se développe beaucoup en Irak à travers la poésie, beaucoup plus qu'à travers des écrits académiques ou intellectuels en tant que tels. Parce que souvent, les écrits académiques essaient de copier ou essaient de, comme on dit en anglais, catch up, c'est d'être au niveau de ce qui se produit dans les métropoles. Or, on se rend compte que le poétique, l'écrit poétique, en fait, a toujours dans l'histoire irakienne, et c'est aussi le cas, je dirais, dans le monde arabe et dans plein d'autres contextes, c'est aussi une façon de faire du savoir qui n'est pas dominée par... Parce que qu'est-ce que c'est que faire et produire du savoir, justement, académique, c'est en général reproduire une rationalité masculine blanche, soi-disant déconnectée, sodisant objective. Or, faire du savoir poétique, c'est plutôt faire sens, produire ou faire du sens, je veux dire, le mot produire, c'est vraiment me colonise tout le temps, mais donc faire du sens et d'une manière qui n'est pas déconnectée de nos émotions, de notre subjectivité. Exactement. Et toucher au sensoriel. Exactement. Exactement. Et ça, évidemment, il y a pas mal de féministes. L'intervention quand même du corpus féministe, des écrits féministes ces dernières décennies partout dans le monde, ont vraiment fait la promotion d'autres formes de savoir. Mais je pense que ça, c'est aussi quelque chose auquel on pense beaucoup en Irak parce que on peut comprendre en fait l'histoire irakienne, l'histoire politique, sociale, économique à travers en fait les poètes, à travers la poésie. Et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de promouvoir en même temps, c'est-à-dire que c'est finalement cet acte de décoloniser les savoirs, il est beaucoup plus compliqué à appliquer qu'à penser. On peut écrire sur décoloniser les savoirs de manière remettre en cause les savoirs hégémoniques, refuser donc le canon théorique, refuser. Mais après, à mettre en pratique, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, ça nécessite un véritable engagement avec des corpus qui ne sont pas justement aussi facilement accessibles parce que l'académique, c'est quoi? C'est le texte. Et c'est presque, je trouve qu'aujourd'hui, le monde académique, c'est devenu presque un monde d'exégèse de texte. Et quand il n'y a pas de texte, parce que quand justement, on fait sens beaucoup plus oralement, les poésies, elles ne sont pas forcément écrites, elles sont au contraire apprises par cœur. On a un autre accès aussi, c'est pas juste du texte qu'on peut, justement, qu'une chercheuse ou un chercheur va juste s'approprier, interpréter. Là, c'est autre chose, ça nécessite un autre engagement, une autre perspective vis-à-vis de ce que c'est le savoir aujourd'hui. Merci infiniment, Zahra. C'était un plaisir d'avoir cette conversation avec toi et j'espère qu'on pourra avoir une conversation à la publication de ton prochain livre à Paris. Merci, Zahra.